Vous êtes la maman de Lucie, décédée dans un crash d'hélicoptère dans l'émission Drop le 9 mars 2015. Lucie Médabi avait 36 ans. Elle était journaliste pour l'émission Drop et maman de 2 enfants en bas âge. Déjà, Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous raconter la tragédie que vous avez vécue, vous, de votre côté, le 9 mars 2015 ? Comment vous avez appris ça ? Comment ça s'est passé ? Comment j'ai appris ça ? J'ai appris ça dans la nuit, à 11h30 du soir, le 9. Un coup de téléphone, bon, voilà. En fait, c'est pas directement la production qui m'a appelé, parce que la production a appelé son mari, et après son mari a géré les appels un peu à tout le monde de la famille. Donc on apprend ça comme ça à 11h30 du soir. C'est quelqu'un proche qui me l'a dit, donc je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'en plus, je vais vous dire, c'était sa belle-mère. Donc on se partageait les mercredis pour garder les enfants. Donc je pensais qu'elle m'appelait pour le mercredi. Donc je me suis dit, c'est bizarre, elle m'appelle à 11h30 du soir. Mais non, elle ne m'appelait pas pour ça du tout. Et j'étais absolument sidérée parce qu'elle devait rentrer très peu de jours après. Donc je m'attendais absolument à tout, sauf à ça. C'était extrêmement incroyable, quoi. Et pourtant, tous les jours, elle était déjà partie. Elle avait dû partir vers le fin février, 25, 26, je ne sais plus exactement. Donc tous les jours, elle donnait un peu des nouvelles, pas tous les jours à moi, à son mari bien sûr. Et je me disais, ça, il y a un jeu qui est passé, maintenant ça va être le deuxième, elle va revenir, parce qu'on avait une sorte d'inquiétude. Ah, quand même, vous étiez un peu inquiète quand même. Ah bah oui. Parce qu'elle était journaliste pour des Oui. émissions qui se passaient dans différents pays. Et c'est vrai que ça vous angoissait ? Elle avait déjà fait ce genre d'émission, enfin pas Drop parce que c'était Bien sûr, c'était la première, oui. mais elle avait fait des Koh-Lanta, des choses comme ça. Bon, elle aimait beaucoup ça parce qu'il y a un plaisir à travailler sur ce genre d'émission. On va loin, dans des endroits formidables. Ça vous angoissait ? Vous étiez inquiète un peu déjà ? Pour les Koh-Lanta, moins, parce que j'ai toujours défendu l'idée que mes enfants, j'ai 2 filles, j'avais 2 filles. Ce qui me plaisait, c'est qu'elles arrivent à trouver ce qu'elles avaient envie de faire. Donc, que ça leur plaise et qu'elles soient contentes. Et elle, Lucie, elle aimait beaucoup ça parce qu'il y a une ambiance dans ces tournages. Mais l'aventure, c'est vrai que c'est des voilà, tournages incroyables. On n'a pas d'heure, on travaille énormément, mais on est entre amis, on fait des choses un peu étonnantes. Puis c'est mieux, c'est vrai que... C'est mieux que d'être dans un bureau. Voilà, je vois les cadreurs aussi qui sont ici, ils adorent être sur le plateau, mais c'est vrai que partir à l'aventure, découvrir des pays, c'est vraiment... Dans des endroits formidables. C'est un jeu, en plus, c'est pas dramatique. Théoriquement. Donc c'était le rêve. C'était un peu, oui, un peu le plaisir. Mais après, elle était dans des situations différentes, parce qu'elle avait arrêté pendant un certain nombre d'années, parce qu'elle avait eu des enfants. Donc effectivement, quand elle est partie à Koh-Lanta, elle avait 2 enfants, un fils de 6 ans et une fille de 3 ans. Donc déjà, je me disais, bon, bof, est-ce que elle devait partir, la faire, c'était quand même sur 3 mois. Hein. Donc, je sais pas, je trouvais un peu... Puis en même temps, je m'en mêlais pas. Je me dis, après tout, elle a un mari, ils en discutent ensemble, ils s'organisent, c'est leur vie. Je sais pas ramener comme ça ma fraise en disant, t'es sûre, t'as bien pensé à tout. Et en même temps, je sais qu'elle, elle était angoissée parce que l'émission était quand même... c'était assez rapide, hein, comment tout ça s'est fait. Trop rapide, donc. Alors... Et voilà, donc il y avait une sorte de... Et puis bon, c'était pas évident, quoi. Je veux dire, par rapport aux autres émissions, c'est jamais totalement évident. Même dans les autres émissions, il se passait des trucs bizarres. Mais là, je me disais, bof. Alors, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Comment on réagit quand on perd sa fille en étant à des milliers de kilomètres du drame ? C'est vrai que vous avez raison de parler de cette question des milliers de kilomètres, parce que c'est déréalisé. C'est-à-dire que on a le souvenir de la dernière fois, comme à chaque fois qu'on perd quelqu'un, d'ailleurs, sauf dans une maladie, mais quelqu'un qu'on perd violemment, comme ça, dans une sorte d'accident, on a l'image de la personne telle qu'elle était. Or, ma fille, elle avait que 36 ans, donc elle était toute jolie, toute charmante, toute gaie, voilà. Donc j'avais cette image de quelqu'un d'extrêmement vivant, d'extrêmement content de vivre, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, comme tout le monde. Et d'un coup, c'est fini, quoi. Ça s'arrête. On se dit, terminé, je la verrai plus jamais. Je pourrai jamais parler avec elle. C'est fini, quoi. Tout ça, ça s'arrête. Et c'est loin, donc il y a pas de... C'est déréalisé. Vous y pensez tous les jours depuis 5 ans ? Absolument. C'est-à-dire tous les jours. Oui, mais c'est même pas tous les jours. C'est toutes les nuits, tous les jours, tout le temps. La peine est toujours là présente. Oui, parce que on n'a plus la même vie. C'est différent. D'abord, on doit faire face à une quantité de problèmes absolument monstrueux, parce que dans une famille comme ça,
il y a des gens qui réagissent très différemment. Il y a des gens qui tombent malades. Il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital. Il y a des gens qui font des dépressions. Il y a des gens qui il arrive des trucs physiques absolument incroyables. Bon voilà, moi, 1 an après, je me suis retrouvée avec une hémorragie. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je pense, jamais pris un médicament. J'ai jamais pris un somnifère. Jamais pris un anxiolytique. Jamais pris un antidépresseur. Et 1 an après, mon corps a craqué. Donc je me suis retrouvée brutalement, alors que j'étais en vacances avec mes petits-enfants, hospitalisée d'urgence, qu'une hémorragie intestinale énorme. Donc voilà, il vous arrive des trucs comme ça. Et pourtant, moi, j'ai voulu continuer à travailler. J'ai voulu faire tout comme avant. Mais en même temps, rien n'est comme avant. C'est-à-dire qu'il faut, on se dit, ben oui, il y a des gens qui sombrent. C'est bien clair qu'il y a des gens qui sombrent. Et on ne peut pas leur en vouloir. Ils sont constitués comme ça. Alors, moi, je suis constituée différemment. Chacun est constitué différemment. Heureusement, son mari n'a pas sombré, mais son mari aussi s'est retrouvé à l'hôpital avec un truc incroyable. Et... Bon, et il faut être là, quoi. Il faut être là. Et moi, dès le début, de toute façon, par rapport à cet éloignement dont vous parlez, moi, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est d'aller à Buenos Aires, revenir avec son corps. Ça me semblait de la folie que revienne comme ça dans un avion avec les autres. Hein, ils étaient 8. Et deux pilotes argentins, ils sont restés en Argentine. Bah, ça, déjà, ça a été immédiatement une bataille d'enfer. C'est-à-dire que non, on m'a dit, bah, c'est pas possible. J'ai dit, comment ça, c'est pas possible? J'ai dit, mais si. Moi, je veux, ma fille, elle est partie. Je pensais qu'elle allait revenir. Elle est partie travailler. Donc, c'est pas en vacances, ou c'est même pas comme ce sportif dont vous venez d'évoquer le drame. Kobe Bryant. Parce que, oui, je me rappelle son nom. Elle est partie travailler, c'est-à-dire qu'elle fait confiance à son employeur. On le dit, ils organisent tout, ils savent tout faire, ils font très bien. Donc elle dit, bah oui, on va travailler, c'est normal, c'est un boulot, c'est pas. Donc je dis, elle part et elle revient pas. Donc non, comme a dit une autre personne, Nelly Gilbert, qui a dit, bah il est parti avec une valise et est revenu dans un cercueil. Ben c'est ça. Alors... Donc moi je dis au moins que je veux revenir avec, je veux aller la chercher. Je veux aller la chercher. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, ça a été affreux, parce qu'on m'a regardé avec des yeux bizarres. Bon, vous savez, il y a des cellules spéciales qui se mettent en place, ça se passe à l'étranger, etc. On m'a dit, bah, c'est la boîte de production qui doit s'occuper de ça. La boîte de production, elle m'a dit, non mais nous, on s'occupe que du voyage. On doit emmener les gens sur les lieux, des crashs et des machins. Mais c'est pas tout à fait... Vous y êtes allé? Ah oui, évidemment que j'y suis allée. Et alors? Bon, mais c'est après. Mais on m'a dit, mais non, mais ça, c'est pas prévu. J'ai dit, mais je m'en fous, prévu, pas prévu. Moi, vous croyez que je vais laisser ma fille revenir toute seule? Non, mais c'est même pas la peine. C'est impensable. J'irai la chercher. Donc, je me débrouillerai pour aller la chercher. Et ils m'ont dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, je voulais jusqu'à ce soir. C'était un lundi. C'était une semaine après. Exactement une semaine après. J'avais peut-être autre chose à faire que me battre, mais tant pis. Je me suis dit, j'ai pas le choix. Hein. Et je dis, je voulais jusqu'à demain, mardi. Et si vous me dites mardi... bah, j'espère que vous allez me dire que vous avez trouvé une solution. Parce que c'est vrai que c'était pas si simple que ça. Parce que les vols sur Buenos Aires, le dernier avion que je pouvais prendre, c'était 48 heures après, le jeudi. Donc j'ai dit, si vous pouvez même pas imaginer ce que je suis capable de faire. Bah, j'ai travaillé 30 ans dans la presse. Je veux dire, c'est pas ça du tout qui m'impressionne. Donc moi, je mettrai tout sans dessous. Mais je partirai et vous m'enverrez. Et alors, est-ce que vous avez réussi? Ah bah, j'ai passé mon mercredi, c'est le jour où j'ai gardé mes petits-enfants. Voilà. Et j'ai passé mon mercredi à ça, dès 7h du matin, à appeler les journaux, les radios, les télés, les machins, les trucs, à me faire interviewer. Je me souviens, j'étais avec mes petits-enfants au but de Chaumont, comment ça s'appelle là, aux marionnettes. Et paf, l'AFP me téléphone. Bah, je dis, je suis sortie. Je dis, bah, vous voyez, je suis au but de Chaumont, aux marionnettes, là, au Guignol. Et ben, je sors, et ben oui, je vais vous donner une interview. Et j'ai fait ça. Et le soir, et encore, l'après-midi, ils m'ont téléphoné en me disant, m'ont envoyé la psychologue, en me disant, ah, je vous appelle parce qu'ils sont très inquiets, ils pensent que vous allez très très mal. Je dis, vous croyez que je vais mal parce que je vais aller chercher ma fille? Non, mais je dis, je pense que je vais très bien, au contraire. C'est totalement normal. Je ne vais pas la laisser revenir toute seule. Alors, vous avez... bah, finalement, ils ont cédé. Je leur ai annoncé le plan. Je dis, vous savez, là, on est mercredi. C'est demain que je peux partir. Après, c'est trop tard. Vous êtes parti, vous êtes allé la chercher? Ouais, mais même quand je suis arrivée à l'aéroport, c'était pas réglé. Hein. En fait, j'étais en liste d'attente. Et j'étais avec mon mari. Et donc, il me dit, vous êtes sur liste d'attente. Alors, je lui dis, bah, je vais balancer la bombe, hein, tant pis. Donc, je vais voir la dame qui me dit ça. Je lui dis, vous savez pourquoi je veux absolument prendre cet avion? Elle m'a dit non. Mais je dis, c'est parce que je vais chercher les 8 corps, là, de l'accident de drop. Oh, elle était concernée, elle m'a dit, mais on ne nous a pas prévenus. Ben, je dis, bah voilà.
Donc là, ils ont été Air France charmants. D'ailleurs, une fois que je suis arrivée à Buenos Aires, la maison de production avait fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui était là, formidable, tout à fait comme il fallait. Mais bon, c'est des choses très difficiles. Et quand on revient et qu'on sait que dans la soute, il y a 8 corps, les morts, là, que... Ben voilà, on est obligé de faire ça. Mais je me suis dit, ben voilà, ça va être ça ma vie maintenant. Ça va être ça, parce que ça, c'est rien. C'est que dalle. Ça, c'est juste, j'y vais, je reviens. C'est normal. Mais après, on va aller en Argentine. Je suis allée avec d'autres personnes des familles, les Vastines, tout ça. Vous avez des contacts avec les autres? Oui, bien sûr. On a des contacts. Vous voyez, d'ailleurs, quand vous parlez de cet accident d'hélicoptère, on a un groupe WhatsApp où on communique. Quand vous avez vu l'accident d'hélicoptère de cette justement. star, alors c'est ça qui vous... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit ça, on voit les images similaires. C'est ça. Bon, voilà, on voit des images très similaires. Et on se dit, en plus, quand je suis allée en Argentine, peut-être 3 semaines après l'accident, je pense que c'était pas tellement plus que ça. Quand on est allé sur les lieux, je veux dire, c'est bouleversant de revenir sur les lieux, de voir ça. Parce que justement, il nous manque cette matérialité-là. On a vu des cercueils, on n'a pas vu les corps, on n'a rien vu, on n'a pas pu aller dans les hôpitaux les voir. Donc voilà, on a le lieu. Et le lieu, quand on est arrivé, ce qui était absolument insensé, c'est de l'accueil de la population d'abord. Et ensuite, ça sentait le feu. Ouais. On était 1 mois après et ça sentait le feu. Donc il y avait les 2 lieux où les 2 hélicoptères s'étaient crashés. Évidemment, il n'y avait plus les corps et compagnie, heureusement. Ouais. Mais moi, j'ai ramené des choses de l'hélicoptère. Je me suis dit, après tout, dans cette poussière, des bouts de fer, des machins, je les ai mis dans une sorte de cadre. J'ai fait faire un... Comment vous avez expliqué à vos petits-enfants ce qui s'était passé? Ah ben c'est pas moi. Leur papa? Je suis pas moqué. Ouais. Ils vous en ont parlé, vos petits-enfants, après, ou pas du tout? Ils vous en parlent Oui, encore? bien sûr qu'on en parle, puisque d'abord, on s'occupe... Moi, on est une famille assez unie entre tout le monde. Et oui, on s'en occupe énormément, parce que c'est ça, on se dit, pour eux, pour leur vie... Moi, la première fois quand je les ai revus, le mardi matin, c'est-à-dire tous les matins, j'ai cette coutume-là depuis 50 ans, sinon plus, je vais toujours boire un café au café. Voilà. Et là, j'arrive dans mon café. Il était assez tôt, c'était 7h30 du matin, et il me dit, vous êtes là bientôt. Et je dis, regardez, vous voyez, le Parisien qui était là. Je dis, la une. Vous voyez, ma fille, elle est en photo, en une. Alors, il était un peu sidéré. Donc voilà, oui, les enfants, c'est absolument... Quand je les ai vus la première fois, j'ai l'impression, je voyais des enfants dont il manquait la moitié. Je me dis, il leur manque la moitié de la vie, quoi, de leur vie. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 11 et 8. C'était il y a 5 ans. Et donc, je me dis, comment ils vont faire, quoi? Comment ils vont faire pour vivre sans mère? Un truc comme ça qui vous tombe dessus. Et voilà, donc notre souci, évidemment, pour eux, c'est à la fois... C'est toujours très compliqué, ce genre de problème, parce que on ne veut pas oublier les gens. On ne peut pas les oublier, de toute façon. C'est comme si moi je dis, on est un corps occupé, comme on dit, un territoire occupé. C'est-à-dire, on vit avec quelque chose dans son corps qui est autre chose. On n'est pas comme avant, on ne peut plus être comme avant. Et en même temps, il faut être aussi comme avant. C'est-à-dire que ces enfants, ils ont le droit de vivre, et ils ont le droit de connaître aussi le bonheur. Et moi, j'ai eu ma fille 36 ans, c'était pas mal. Eux, ils ont eu leur mère 3 ans. Donc on dit c'est affreux de perdre un enfant, mais je dis c'est affreux de perdre un parent aussi, si petit. Bon, après, cette année 2015 a été monstrueuse. Il y a eu des attentats, les machins. Voilà, il y a eu des multitudes de gens à qui il est arrivé des choses encore aussi dingues, aussi violentes, aussi inhumaines, aussi atroces. Mais là, c'est très, très particulier parce que c'est un travail. Faut quand même, c'est un accident du travail comme il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même très peu. Oui. Et donc, évidemment, on veut connaître la vérité. On veut savoir ce qui s'est passé. Vous la connaissez, la vérité? Parce que là, c'est encore... il y a une procédure judiciaire en cours. Donc, la vérité, évidemment qu'on ne la connaît pas, puisque... il y a quand même déjà... 5 ans après, vous la connaissez toujours pas? Non, parce que une enquête comme ça, qui a lieu en Argentine, donc il y a une procédure là-bas, c'est déjà un problème, c'est pas la porte à côté. Ensuite, il y a aussi les juges, ils s'enquêtent. Ils sont aussi allés en Suède pour voir comment c'était passé, puisque cette chose-là, comme vous le savez pertinemment, était aussi une émission suédoise. Bon, bien sûr. Voilà. Donc ils vont partout, ils interrogent tout le temps. Mais les journalistes... Ça fait 5 ans que ça dure? Mais ça fait 5 ans que ça dure. En plus, la justice française fait quand même beaucoup de travail, on peut le dire, et pas assez sans doute de gens pour s'en occuper. Donc notre dossier, c'est le pôle des accidents publics, des accidents collectifs, c'est le pôle de santé publique. Ils ne sont pas énormément de juges et ils ont des énormes dossiers. Donc nous, on est toujours là, mais c'est pas une archi-priorité. Il y a des dossiers, le Mediator... je sais pas quoi, des dossiers énormes.